Bonjour, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Richard Worthington. Bonjour, mesdames, messieurs. Richard Worthington, je serai votre modérateur du deuxième panel et je vais vous faire les présentations de nos membres du panel. Et je vais essayer de parler pendant 7 minutes maximum. Je vais mettre pression sur tous les intervenants non pas pour les faire taire, mais pour avoir une partie interactive importante. Je voudrais vous parler de l'importance et du potentiel d'un cadre de référence de l'équité. Il s'agit d'un point à l'ordre du jour des négociations, mais qui ne retient pas autant l'attention qu'il mériterait. Et nous pensons que c'est central pour avoir un accord décent à Paris. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par différents groupes, notamment le Africa for Equity, qui essaie de voir les liens entre efficacité, adéquation et équité. L'argument étant que si vous ne vous concentrez que sur l'adéquation et l'efficacité, mais vous n'avez pas d'équité, les gens ne seront pas d'accord avec ces choses efficaces et adéquates. Par conséquent, l'équité est sous-jacente. Et j'ai entendu ce matin des gens dire que le changement climatique est une question sociale autant qu'environnementale. Et c'est pour ça que c'est difficile à négocier. Quand on parle d'un budget carbone, je voudrais souligner l'importance d'élaborer un budget et de voir quelles sont les activités qui mérite qu'on utilise notre espace carbone collectif. C'est-à-dire que si nous n'avons qu'un espace limité, des émissions qui sont acceptables, quelles sont les activités qui offrent le plus grand mérite, les plus grands bénéfices à la société? Donc, ce n'est pas simplement le système des droits acquis du passé que nous allons obtenir ou regarder, mais voir du point de vue du budget global comment l'utiliser au mieux pour atteindre les objectifs environnementaux qui sont fixés. Maintenant, quand on parle d'équité, des fois, on divise parce que les gens disent c'est comme la différenciation des partis, c'est une question difficile. Mais si vous soulevez cette question d'équité, ça pourrait avoir un impact négatif sur les négociations. On pourrait dire en revanche que ça permet aux gens de parvenir à un accord. Dans la préparation de Copenhague, il y a eu beaucoup de discussions avec la société civile pour parler de la forme plutôt que du contenu, de la substance des négociations. Certains disent on a besoin des ambitions, des engagements. Après, on verra l'architecture juridique. D'autres disaient attendez, il nous faut l'architecture juridique d'abord, sinon on n'arrivera pas à déployer nos ambitions et tout se cassera la figure. Et certains ont dit ben, vous voyez, on n'a pas eu les priorités sur le contenu, donc ça n'a pas réussi. Et c'est vrai que Copenhague n'a pas été un échec total, mais nous n'avons pas eu ce que nous voulions. Donc, un cadre de référence de l'équité est un outil qui permet d'établir la confiance. Parce que pour établir la confiance, il faut un vrai système qui donne une bonne répartition des responsabilités et des capacités des partis. Ça serait utile. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord sur la meilleure manière de faire ça, mais il y a un outil en ligne que je vous montrerai à la fin de ma présentation qui vous montre ce qu'il fait. C'est un index, enfin un sommaire des responsabilités avec une série de paramètres que vous pouvez choisir. Vous pouvez avoir, par exemple, l'histoire depuis 1850 ou vous pouvez choisir n'importe quelle date jusqu'en 2000. Donc, la responsabilité historique par rapport aux capacités. Vous pouvez changer les pondérations pour la responsabilité et les capacités. La capacité, c'est en général le PIB par habitant. C'est une bonne mesure de progrès et de succès, mais c'est, disons, ce n'est pas la meilleure, mais c'est celle qui est reconnue au niveau international. Et puis, l'approche sur le développement des les droits aux émissions a tendance à être laissée de côté. Vous voyez ici les émissions par rapport au PIB et les responsabilités calculées avec 3 scénarios que vous voyez dans le graphique du bas à droite, rouge, vert et bleu.
vous voyez une trajectoire de degrés faible, forte ou celle du G8. Et vous pouvez choisir donc une trajectoire mondiale pour voir les différentes possibilités. Et puis la budgétisation, le budget carbone, vous le voyez à gauche, avec le principe du pollueur-payeur. Voici le graphique que nous avons vu ce matin. Je n'en reparlerai pas. Maintenant, vous pouvez aller en ligne pour voir la calculatrice de ce cadre de référence à l'équité climatique avec différents types d'émissions. N'essayez pas de tout lire maintenant. J'essaie simplement de vous montrer ce qui existe. Je ne vais pas vous faire de démonstration, juste vous donner une idée de ce que ça peut faire, mais allez voir vous-même. Vous pouvez produire différents tableaux. Par exemple, entre l'annexe 1 et les autres, ça vous donne la pondération des responsabilités. Donc, annexe 1, non annexe 1, les différents critères, les différents poids. Vous pouvez voir également, parce que ça va jusqu'en 2030, si vous prenez ces responsabilités et ces capacités, vous voyez quelles émissions sont autorisées pour chaque pays, eh bien, vous voyez les chiffres qui sont produits. Et vous pouvez le faire pour différents pays. J'ai simplement pris les 15 premiers de l'Union européenne, donc EU 15, ou bien l'Afrique, etc. Et vous voyez donc au-delà des parties à la Convention ce qui se passe, surtout par rapport aux revenus. Les 4 premières catégories étant au niveau mondial. Et tout ceci est expliqué sur le site. Et vous voyez comment les responsabilités sont réparties. Parce que moi, je dis que la Convention cadre des Nations unies ou le système multilatéral va devoir confronter la question des privilèges, puisque la question du changement climatique est une question sociale et certains vont devoir renoncer à leurs privilèges. Si nous n'éliminons pas les carburants fossiles, nous allons éliminer la civilisation. Alors évidemment, je suis d'accord qu'on ne va pas se débarrasser du charbon en 15 ou 20 ans dans tous les pays, mais il va falloir l'éliminer progressivement, sinon nous allons éliminer la civilisation. Et donc, il va falloir voir qui exploite du charbon et comment cela se fait. Et voilà pourquoi cet outil est très utile. Mais je vais limiter ma contribution en terminant par la dernière diapositive sur les 15 membres de l'Union européenne, avec la France en particulier, qui montre la valeur négative des émissions auxquelles les pays sont autorisés. Parce que si on veut avoir un zéro net, qui ne doit pas nous intimider, certains pays vont devoir satisfaire un grand nombre d'obligations et de responsabilités. Étant donné les émissions très fortes du passé, à l'avenir, les obligations en matière d'atténuation vont être plus élevées que leur potentiel d'atténuation, d'où les chiffres négatifs. Ça ne veut pas dire que les pays vont avoir des émissions négatives sur une base nationale, mais ça montre leur capacité ou leur responsabilité et leurs obligations. Donc, si vous avez des émissions négatives par habitant dans votre pays, ça veut dire qu'il va falloir des mesures par ailleurs. Alors, je vais m'arrêter là, mais j'espère que ce cadre de référence de l'équité va retenir l'attention avant Paris, parce que je pense que ça va être un outil très utile. Si nous pouvons avoir un point de référence très utile, nous ne devons pas être d'accord quand on utilise le calculateur sur les paramètres. Nous ne devons pas être d'accord sur ces paramètres, mais il faut quelque chose qui soit en place à Paris pour pouvoir aller vers un accord qui permette de quantifier l'équité. Voilà, je vous remercie. Thank you. And Merci. Et comme je l'ai dit, je vais être stricte sur le temps et passer maintenant à Corinne. Corinne Lepage, notre prochaine intervenante. Je ne vais pas faire d'introduction à tous les orateurs parce que vous avez tout cela dans la brochure où vous avez la biographie des intervenants. Merci, bonjour. Donc 7 minutes, je vais essayer d'être brève. D'abord, rappeler que la question du financement, c'est à la fois la question de l'atténuation et la question de l'adaptation. Il y a deux volets.
Il ne faut jamais l'oublier. Et plus ça va aller, plus la question de l'adaptation et du financement de l'adaptation va être lourd. Première observation. Deuxième observation, vous venez de parler de la question de l'équité. C'est une question extrêmement délicate. C'est une question extrêmement délicate parce que vous avez parlé du charbon et des fossiles. Mais la question de l'équité, elle appelle de parler de la dette historique. Elle appelle de parler de l'équité entre pays. Mais que signifie équité entre pays quand l'Europe, c'est 11%, la Chine, 22%, mais par tête d'habitant, évidemment, un Européen va émettre beaucoup plus qu'un Chinois. Et troisièmement, l'équité, c'est aussi les facultés réelles contributives de chaque État. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait contribuer les États les plus riches de la planète? Je pense en particulier aux États pétroliers, qui considèrent, pour leur part, que la réduction des émissions des gaz à effet de serre est pour eux une perte sèche et qu'il conviendrait donc de l'indemniser. Voilà, donc il ne faut jamais perdre de vue, quand on parle d'équité, qu'il y a tous ces critères-là à prendre en considération et ce n'est pas forcément simple. Troisièmement, sur la question du financement, il faut bien comprendre, et vous venez de le dire, monsieur, entre les lignes, que nous allons nous en sortir qu'avec des innovations de rupture. Et des innovations de rupture qui vont être technologiques, évidemment, mais pas seulement. Qui vont aussi être des innovations de rupture en termes d'organisation de la société, de mode de faire. Et c'est aussi cela dont il faut parler quand on parle des financements innovants. Comment est-ce qu'effectivement on arrive à passer au-delà d'un certain nombre d'étapes par lesquelles, par exemple, nous, pays industrialisés, nous sommes passés. Exemple. Est-ce qu'on est en capacité de faire pour l'énergie ce qu'on a fait pour le téléphone? C'est-à-dire de faire en sorte qu'1,5 milliard ou peut-être plus d'êtres humains et des portables n'aient jamais eu le téléphone fixe préalable. Est-ce que pour l'énergie, on est en capacité d'avoir des innovations de rupture de cet ordre-là, de cette importance-là? Je crois que c'est le sujet qui est sur la table. Par définition, une innovation de rupture, on ne la connaît pas avant. Mais on sait qu'on en a besoin et qu'on va en avoir besoin en ayant présent à l'esprit, une fois encore, que ce n'est pas seulement technologique, c'est aussi managérial et c'est aussi sociétal. Quatrième point, je suis désolée, je vais très vite, c'est un peu un inventaire à la Prévert, mais toutes ces questions sont importantes. Le fonds vert, la question du financement. Cela fait 5 ans, depuis Copenhague, que nous nous cachons derrière notre petit doigt en parlant de financement innovant pour ce malheureux fonds vert, dont je vous rappelle qu'il devrait faire 100 milliards de dollars en 2020. Alors, nous avons beaucoup discuté du siège, de la manière de s'organiser, de qui allait en faire partie, des critères d'octroi des investissements. Tout ça est extrêmement important, mais enfin, ce qui me paraît quand même le plus important, c'est de savoir comment on va l'abonder. Or, sur ce point-là, on a peu avancé. Et il est tout à fait clair que là aussi, nous avons besoin d'innovation. Nous avons besoin d'innovation et de bien comprendre que ces 100 milliards, c'est une partie, mais ce n'est évidemment pas les seuls fonds qui vont être nécessaires pour cette immense adaptation que nous avons à faire, qui s'appelle la transition. Pas seulement la transition écologique ou énergétique, mais la transition tout court. Nous passons d'un mode A à un mode B. La société internationale de 1960 ou 1980 ou 1990 n'aura plus rien à voir avec celle de 2030. Nous le voyons déjà avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, ce que nous allons vivre, c'est cette révolution-là, plus la révolution énergétique. C'est l'un et l'autre. Et là, effectivement, nous avons besoin d'argent pour les pays du Sud qui vont être les premiers impactés, qui n'ont pas les moyens financiers de payer cette adaptation, mais nous avons surtout besoin d'argent, enfin pas surtout, également besoin d'argent, pour payer les investissements nécessaires à cette immense transition-là que nous avons à faire et que nous allons devoir faire en peu de temps. Cela veut donc dire qu'il va falloir trouver de nouvelles modalités de travail public-privé, une cohérence dans les investissements qui sont faits, entre effectivement ce fonds vert, qui est une chose, mais les investissements généraux que les uns et les autres allons être amenés à faire dans l'énergie, mais dans tout le reste.
dans ce que l'on appelle l'économie circulaire, dans l'économie de fonctionnalité, dans la création de villes durables, dans savoir comment on va faire pour gérer en fonction de ces objectifs climatiques des mégalopoles de 30, 40, 50 millions de personnes. C'est ça qui est sur la table. Et ce n'est pas seulement avec le fonds vert à 100 milliards qu'on va le faire. Voilà, donc je voulais surtout insister sur cette profonde mutation que nous avons à faire. Ce n'est pas trouver des fonds supplémentaires à un système actuel, c'est trouver les moyens de financer le changement du système actuel. Voilà, j'espère avoir tenu, monsieur, dans mes 7 minutes. Thank you very much, Corinne. Very strict. Merci beaucoup, Corinne. Je vois que vous êtes très stricte dans le respect du temps. Nous passons maintenant à Fergus Green de la London School of Economics. Si vous n'avez pas de présentation, vous pouvez parler sans aller au pupitre. Aujourd'hui, puisqu'on parle d'avoir de plus grandes ambitions, je vais parler des ambitions après Paris, en soulignant qu'il est très important de développer les ambitions des différents pays avec les mesures d'atténuation sur lesquelles je travaille. Il est important que les ambitions augmentent avant Paris, pendant Paris, mais également après. Étant donné que nous savons qu'il va y avoir un fossé important entre la réduction des émissions que les pays vont s'engager à respecter à Paris et ce qui se passera et ce qu'il nous faudrait, disons, d'ici à 2030 pour être sur la trajectoire des 2 degrés seulement, nous avons donc besoin de réfléchir à comment être plus ambitieux après Paris. Quand je dis après Paris, je veux dire des ambitions à long terme où les actions pour le climat sont un processus dynamique à long terme qui facilitera l'augmentation ou le développement des ambitions au fur et à mesure que les barrières technologiques et sociales sont supprimées. Donc, ça deviendra de plus en plus facile d'accélérer ce processus. Donc, c'est une question de temps, de long terme, au-delà, bien sûr, de 6 mois, mais c'est aussi avec une portée beaucoup plus large au niveau des institutions. On ne va pas simplement parler de la Convention cadre ou d'autres institutions internationales et d'institutions domestiques. Il faut aller bien au-delà. Et aujourd'hui, donc, je dis que si nous devons développer les ambitions sur le long terme, il va falloir absolument nous concentrer sur les institutions, c'est-à-dire concevoir et construire les institutions dont nous aurons besoin au niveau national et international pour pouvoir développer les ambitions au fil du temps. Et je vais me concentrer sur des institutions dans 2 domaines, dans mes remarques très brèves, à savoir au niveau financier et au niveau innovation. Pour ce qui est du financement, pour situer un petit peu le contexte. Nous prenons comme point de départ, enfin je dis nous, je parle de l'Institut pour lequel je travaille, notre point de départ, ce n'est pas simplement le fait qu'il nous faut 100 milliards de dollars pour financer les flux entre le Nord et le Sud d'ici à 2020, c'est important, mais il nous faut surtout investir quelques 6 000 milliards de dollars en infrastructures tous les ans au cours des 30 prochaines années. C'est en fait les projections du GIEC qui parlent d'une trajectoire, somme toute, normale, ce qui représenterait quelques 89 000 milliards de dollars d'investissement, surtout dans les systèmes énergétiques et dans les villes, dans les infrastructures urbaines. Ce que la nouvelle économie du climat implique, c'est que si on veut des investissements qui soient à faible carbone ou contenu en carbone, il faut 93 000 milliards de dollars pendant la même période de temps. Donc, quelque chose de progressif de 4 000 milliards de dollars au fur et à mesure. Mais ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les dépenses de fonctionnement réduites par des infrastructures à faible émission de carbone, parce qu'on utilisera moins de combustibles fossiles,
vont être donc moins onéreuses. Quand vous y ajoutez le fait qu'on utilise moins de carburant ou de combustibles fossiles, on fera donc des économies. Mais le défi de cette nouvelle infrastructure n'est pas économique. En fait, c'est un problème de financement. Et le défi, c'est essentiellement comment débloquer des investissements qui sont nécessaires pour adopter cette trajectoire à faible émission de carbone qui sera bénéficiaire au point de vue économique pour la plupart des pays dans bien des cas. Par conséquent, la question, c'est quel genre d'institutions nous faut-il pour réduire le coût du capital, pour débloquer ces investissements dans des infrastructures à faible émission de carbone. Ici, je voudrais soulever un point très important, c'est-à-dire qu'il y a un type d'institution clé, ce sont des banques d'investissement gouvernementales, étatiques, comme par exemple la Banque de développement chinoise ou des banques régionales comme la BERD ou d'autres. Et puis, il y a beaucoup de banques régionales et puis des banques qui sont sectorielles, comme par exemple au Royaume-Uni, la banque sectorielle. Le point important, c'est que ce genre d'institution joue un rôle extrêmement important dans la réduction des risques perçus, y compris au niveau politique, et facilite le partage des risques et permettent d'élaborer des savoirs spécialisés et des capacités ou des ressources spécialisées dans les investissements à faible émission de carbone, ce qui réduit le coût du carbone et permettent de débloquer les fonds qui sont nécessaires. Deuxième et dernier point sur l'innovation. Là encore, pour situer le contexte, nous savons qu'il y a des raisons économiques à soutenir l'innovation au niveau de la recherche et du développement et jusqu'au développement de technologies à faible émission de carbone. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour expliquer la justification économique. Je parle au niveau national, hein, mais vous devez me faire confiance pour l'instant. Mais franchement, c'est justifié du point de vue économique pour des raisons autres que celles du climat, simplement pour stimuler la croissance. Et pourtant, ce que nous voyons, c'est qu'au niveau mondial, l'innovation dans le domaine des faibles émissions de carbone est sous-alimentée, enfin, elle n'est pas prioritaire et n'a pas suffisamment de financement. Et il nous faut donc, si on regarde par exemple dans les États membres de l'Agence internationale de l'énergie, ces investissements ne sont que la moitié de ce qu'ils étaient dans les années 70, étant donné l'ampleur des problèmes au niveau de la pollution atmosphérique et du changement climatique. C'est un vrai problème. Alors, le financement vient de pays qui ne sont pas membres de l'Association internationale de l'énergie, notamment de la Chine, mais même si vous ajoutez tout ça ensemble, il nous manque beaucoup pour arriver à notre objectif. Ce qui nous amène à la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le cas. Je crois qu'il y a un certain nombre de raisons pourquoi nous voyons cette absence de financement de l'innovation dans ce domaine. Mais l'autre raison, c'est que pour bien faire l'innovation, c'est très difficile. Et c'est très difficile de soutenir l'innovation, sachant que les avantages à terme sont incertains et que les gouvernements n'aiment pas fonctionner dans l'incertitude sans savoir quels seront les avantages à long terme. Donc, il nous faut une bonne analyse des institutions dont nous avons besoin au niveau national et international pour favoriser l'innovation, financer les entreprises innovantes et les idées innovantes, et puis ensuite les mettre en œuvre et puis les évaluer pour qu'on puisse en permanence apprendre comment faire mieux. Donc, je vais terminer ici. Je voulais simplement vous inviter à réfléchir à l'importance des institutions, en particulier en tant que progressistes qui ont joué un rôle historique dans bien des pays du monde entier pour créer de l'innovation au niveau des institutions ou des institutions de l'innovation, pour construire ces nouvelles institutions qui permettront d'obtenir des flux d'investissement dans les technologies à faible émission de carbone pour les centres nationaux de recherche, avec les banques d'investissement qui jouent un rôle important dans le financement de l'innovation, dans la technologie, la démonstration des technologies, le soutien aux technologies. Et là, ça nous permettra d'avancer dans la direction où nous avons besoin d'aller pour développer nos ambitions à long terme. Thank you very much, Fergus. So, I will
Je vous remercie beaucoup. Et s'il y a des points que vous avez entendus sur lesquels vous souhaiteriez plus de détails, n'oubliez pas de poser des questions par le biais des tweets, car vous savez qu'il y a une séance interactive qui est prévue après. Donc, c'est l'occasion de préparer vos questions. Et nous entendons maintenant le représentant de l'Australie. Merci, Richard. Je ne parle pas français, je suis désolée. C'est tout ce que je peux dire dans la langue de Molière, dit l'orateur. J'aimerais remercier les organisateurs qui ont fait un travail extraordinaire pour réunir cette table ronde. Je pense que je ne me pardonnerais pas si je n'évoquais pas l'ironie du sort, un Australien qui parle après un autre Australien qui a parlé du point de vue britannique, du fait que les Australiens ont besoin, et c'est tout à fait vrai, d'avoir des ambitions un peu plus importantes en matière d'environnement. L'an dernier, l'investissement en énergie renouvelable a souffert, est passé à 35% pour les petits projets, 88% pour les grands projets. Nous n'avons comme objectif de réduction d'émissions d'ici à 2020 que de 5%, et nous restons quand même le pays émetteur de pollution le plus important par habitant. Donc, j'ai presque honte d'être là pour représenter l'Australie ici. Ensuite, il a été dit ce matin que notre gouvernement et d'autres ont accepté un peu à reculons l'objectif de limitation de l'augmentation de température à 2%. Nous avons entendu que c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir y arriver de manière aisée. Donc, la pente est très, très ardue. Et moi, je suis là pour présenter 3 bonnes raisons pour hausser la barre de nos ambitions, comme l'ont un petit peu indiqué les orateurs précédents. D'abord, il apparaît clairement que certains des impacts sont passés du niveau immatériel au niveau matériel. Même à 1 degré, on voit un impact très, très tangible. Deuxièmement, le deuxième élément le plus tangible ou matériel, c'est la panne institutionnelle à s'emparer de ce problème et à trouver des solutions. Et troisièmement, il faut également peut-être repenser le cadre multilatéral. J'y reviendrai plus tard. D'abord, je pense que le ministre français, plutôt, a parlé d'opportunités. Depuis Copenhague, on disait qu'il n'y avait À Copenhague, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de plateforme, mais je crois qu'elle existe. Au contraire, nous avons vu des impacts du changement climatique en termes de sécurité, et la plupart des grands acteurs se sont emparés de la question. Le Pentagone, la Banque d'Angleterre et les compagnies d'assurance tiennent maintenant compte du coût croissant des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Et donc, il faut que l'on s'intéresse beaucoup plus à la sécurité. L'amiral Leclerc, qui est le général 4 étoiles en charge du commandement dans le Pacifique, eh bien, selon lui, le changement climatique est la plus grande menace à la sécurité dans la région asiatique. En témoignant devant le Congrès américain récemment, il a parlé de la région Indo-Pacifique, océanienne. Plus de 40% des catastrophes naturelles s'y concentrent, dit-il. N'oublions pas qu'il y a également une population très importante, plus de 2 milliards, qui vivent dans des zones à faible altitude. Donc, ce seront les premiers touchés par ces problèmes naturels. Mais il y aura également des conséquences politiques de ces catastrophes. Les compagnies d'assurance telles que Suncor Life ont pu démontrer les coûts actuariels liés à l'augmentation des coûts d'atténuation des catastrophes naturelles. Cela coûte de plus en plus cher aux compagnies d'assurance. Donc, je pense qu'il faut relever la barre de nos ambitions pour pouvoir saisir ces opportunités. N'oublions pas également l'impact très important au niveau de la sécurité mondiale du changement climatique. Et puis, il y a le côté intangible au niveau politique. Comment s'occupe-t-on de la question? Je pense que
il y a des crises au niveau des systèmes politiques. On essaye de résoudre un problème. Il y en a un autre qui apparaît rapidement. On passe d'un problème urgent à un autre et la rapidité, l'échelle, la complexité de la tâche devant nous est surdimensionnée par rapport à nos processus démocratiques. Et puis, il y a une similitude entre le changement climatique et les autres grands fléaux qui s'annoncent devant nous, la rareté des ressources, etc. Alors, le changement climatique, c'est peut-être la menace la mieux connue, celle qu'on voit le mieux, et elle associe, ou plutôt elle porte sur ce dilemme ou cette transition entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Mais pour résoudre le problème du changement climatique, il faudra également se saisir du problème de la crise systémique que connaissent nos vieux modèles. Et vous connaissez les clauses Tony Abbott et Steve Harper. Il faut éviter ces espèces de réserves par rapport aux engagements qui sont pris. Il ne faut plus accepter que certains gouvernements émettent des réserves par rapport aux engagements qui sont pris. Il faut que les incitations soient assez importantes pour qu'elles soient plus importantes que les intérêts personnels. Enfin, le cadre multilatéral. On a entendu parler des coalitions ville-pays, C20, C30, C40. Donc, une coalition en faveur de la lutte contre le changement climatique qui verra le jour quel que soit le résultat de Paris. Je crois qu'il y a 12 pays responsables de 80% des émissions. N'oublions pas les engagements que peuvent prendre les collectivités locales, mais également les entreprises à tous les niveaux. Il faut des engagements pour que tous ces changements s'additionnent et fassent un effet. Enfin, un commentaire sur le fait qu'à mon avis, le changement, la transition est possible même dans un environnement tel que l'Australie, qui est devenu assez toxique en termes de réponse au changement climatique. D'abord, le Conseil climatique. Le gouvernement Abbott a pris comme première mesure de fermer le Conseil climatique qui s'est réouvert, qui s'est refondé avec les mêmes commissaires, mais qui est maintenant indépendant. Ça a pu se faire en quelques jours grâce à la société civile. Enfin, il y a aussi des banques, par exemple la Clean Energy Finance Corporation, une autre institution que le nouveau gouvernement allait fermer. Mais c'est le Sénat qui a pu annuler cette opération. Après un an de fonctionnement, cette banque a pu faciliter des investissements de 900 millions de dollars et lever 2 milliards de dollars. Donc des investissements en faveur d'initiatives vertes avec un taux de retour de 7%, c'est-à-dire 2 fois plus que l'on peut obtenir sur le reste du marché. Donc il s'agit d'actions prises par le secteur des entreprises, par les investisseurs, par les citoyens, qui nous permettent d'avoir des ambitions beaucoup plus élevées, de rehausser la barre, même dans des environnements où les autorités publiques ne sont pas favorables à la lutte contre le changement climatique. Merci. Thank you, Travers. So we're hearing quite a bit about what Merci, Travers. Nous avons maintenant une idée de ce qui peut se faire après Paris. J'aimerais maintenant me tourner vers d'autres pour entendre votre avis, par exemple, sur ce qu'on peut faire par rapport à ce que nous ne pourrons pas obtenir. On pourra commencer à travailler collectivement. Ça, ce sera déjà un très bon résultat. Je vous demande de tous réfléchir à cela pendant que nous écoutons Claire Langley, qui nous vient de Washington. Merci Richard, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. J'ai quelques diapos à vous montrer. So I'm here today to talk about an idea that my organization. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'une idée que mon organisation étudie ici à Paris, mais aussi aux États-Unis, pour justement
hausser la barre de nos ambitions pour la COP21 et plus tard. Donc l'idée, c'est que les États-Unis, l'Union européenne et les autres économies du G7 se regroupent pour, bien sûr, faire des promesses au niveau national, des engagements, mais qu'ils s'engagent également à des mesures d'atténuation au-delà de leurs frontières, donc un double engagement. Donc ce que l'on demande, c'est une promesse de réduction d'1 milliard de tonnes de CO2 d'ici à 2020 dans les pays en développement, en plus des cibles ou des objectifs chiffrés dans leur contribution nationale. Quelques éléments d'analyse qui soulignent cela. Donc l'idée vise à trouver une solution à ce problème du différentiel d'atténuation. Alors, Paris nous permettra d'avancer de beaucoup. Il y a beaucoup de pays qui ont des contributions nationales ou des plans de réduction d'émissions. Pour certains pays, c'est la première fois. Ce sera le premier engagement. Mais il apparaît déjà clairement que ce ne sera pas nécessaire pour atténuer autant que nécessaire les émissions. Il y a déjà les promesses et les engagements des États-Unis, de l'Union européenne, etc. Mais il y a également des engagements que l'on connaît dans les grandes lignes pour l'Indonésie, l'Inde, la Chine. Nous connaissons leurs contraintes politiques. Nous avons représenté sur un graphique. Donc la trajectoire en gris, statu quo, en orange, la trajectoire des émissions, si nous voulons limiter l'augmentation de température à 2%. En bleu foncé, il s'agit du scénario si nous mettons en pratique des politiques volontaristes. Et on a une idée du différentiel. En bleu clair, donc ça représente des engagements assez légers. Donc cela vous donne une analyse assez claire, elle fait assez peur. Mais rappelez-vous, nous sommes dans un monde unilatéral où les décisions n'associent pas forcément à la base. Bon, grâce à Paris, nous pourrons faire la moitié du chemin. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller au-delà de ces actions unilatérales autofinancées et agir collectivement par groupe de pays, par exemple. Donc, on a bien vu qu'il y a un différentiel d'action qui est très important. Nous proposons donc une association de pays développés et pays en développement pour des partenariats d'atténuation des émissions collectives. Ça permettra de réduire les émissions à l'étranger au-delà des engagements nationaux. Et l'Union européenne devrait prendre le leadership pour réduire de plusieurs milliers de tonnes les émissions dans les pays en développement et passer elle-même à une réduction des émissions de 40%. On ne se fait aucune illusion sur la difficulté qu'il y aura à faire accepter cet objectif. À notre avis, si nous demandons à l'Europe de prendre le leadership, nous espérons qu'ils pourront ensuite convaincre les autres pays du G7 et d'autres membres des Nations Unies de les suivre. Dans le cadre de ce genre de partenariat, nous demandons qu'il y ait des actions ciblées de manière sectorielle. Par exemple, limitation de la déforestation des forêts tropicales, réduction des HFC, amélioration ultérieure en termes d'efficacité énergétique, de déploiement des énergies renouvelables. Beaucoup d'avantages découleraient de cela. Ça pourrait permettre aux pays en développement d'aller plus loin que ce qu'ils pourraient réaliser seuls. Pour un certain nombre de pays, cela pourrait permettre de réduire les émissions de manière moins chère. Nous savons que c'est moins cher de le faire dans les pays en développement. Et cela devrait également permettre de résoudre l'équation du financement et d'aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement et de développement durable post-2015. Donc, à notre avis, cette idée est parfaitement adaptée au monde bottom-up, donc ascendant, que nous connaissons aujourd'hui, où il y a participation de la base. Les pays pourront mettre en place des engagements conditionnels, comme fait le Mexique, ou bien les annoncer sous forme de déclaration politique, ce qui fera remonter la barre de nos ambitions. Comme j'ai dit, cette annonce pourra également faire partie de l'agenda d'action Lima-Paris. Donc, c'est une action qui, à mon avis, a beaucoup d'avantages et peut être présentée de plusieurs manières. C'est également une proposition intéressante car permettra de résoudre certains problèmes financiers
nous savons que la difficulté à mobiliser des moyens est une limite. Donc, si on parle moins en termes de tonnes, mais d'atténuation fondée sur les résultats, je pense qu'on peut présenter des résultats concrets au gouvernement qui seront donc plus enclins à suivre les autres dans cette initiative. Les pays développés pourraient créer des partenariats avec des pays ciblés pour des interventions dans des secteurs qui sont des priorités pour les deux. Donc, c'est vraiment une coalition de pays ambitieux qui serait possible. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dirais seulement que cette demande pour ce genre de partenariat existe déjà dans les pays en développement. Je pense par exemple à l'engagement conditionnel de Mexique et le défi de Lima, où les pays en développement s'expriment pour parler des actions qui seront mises en place et ce qu'ils pourraient faire s'ils trouvaient des moyens supplémentaires. Et voilà, je m'en tiens là, mais je pourrais creuser les détails pendant la discussion. Merci. Thank you, Claire. And if that idea really... Merci beaucoup, Claire. Et si l'idée prend, si la mayonnaise prend, eh bien, peut-être qu'en Inde, on trouvera que le doublement de la consommation du charbon n'est pas inéluctable, mais deviendra peut-être, ce sera peut-être justement une réflexion à entamer. Alors, je vous demande le plus grand silence parce que Gwen a perdu la voix, elle devient aphone, mais elle a quand même accepté de s'exprimer devant nous. Donc, Gwen Tarasca. Je vous remercie. Je suis désolée, effectivement, je suis en train de devenir aphone et j'espère que vous m'entendrez néanmoins. Je suis membre de la communauté progressiste pour le climat aux États-Unis et je souhaitais d'abord parler des ambitions au niveau des États-Unis, étant donné l'environnement, et puis, bon, je m'arrêterai peut-être là par manque de temps. Contrairement à ce que disait Traverse aux États-Unis, par rapport à l'Australie, nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle. Pour la première fois, nous connaissons des vrais succès en termes des actions en faveur de l'environnement, tant sur notre territoire national qu'à l'international, et grâce à des actions au plus haut niveau. Pour vous donner quelques exemples, il y a 10 jours, les États-Unis ont présenté leur contribution en termes d'engagement pour la réduction des émissions. L'objectif est à la fois ambitieux et atteignable. Réduction de 26 à 28%, en deçà des niveaux de 2005, avant 2025. Et 2025 au plus tôt. Cela signifie une réduction de 9 à 10 points de pourcentage par rapport à l'objectif prévu pour 2020. Donc, la pente de cette réduction est très importante puisque la réduction s'opérait en seulement 5 ans. Donc, c'est une nouvelle ambition pour les États-Unis qu'elle utilise pour rechercher de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances. Nous avons entendu l'annonce de l'accord entre les États-Unis et la Chine, intervenu l'an dernier, qui a déjà été mentionné plusieurs fois. Et je pense qu'il s'est agi là d'un changement de l'ordre d'un mouvement des plaques tectoniques dans la situation. Les États-Unis, pour la première fois, a fixé des objectifs ambitieux, mais pour la première fois, il s'agissait d'y aller côte à côte avec un autre pays. Donc, il y a un nouveau régime du climat qui est plus marqué par la coopération que par l'opposition, le conflit. Et dernier exemple en date, c'est le secteur financier. Le Global Climate Fund, le Fonds vert, a reçu une promesse de la part du gouvernement Obama lors d'une réunion à Brisbane il y a quelques semaines. Donc, cet engagement vis-à-vis du fonds vert est très important, non seulement vis-à-vis de Paris, parce que cela permet d'instaurer de la confiance entre les partenaires, mais aussi au titre de ce projet très ambitieux qui est du découplage entre développement d'une part et augmentation des émissions de l'autre. Le GCF, le fonds, donc, est important également parce qu'il sera consacré à l'adaptation qui souffre d'un manque de ressources chroniques.
Donc l'adaptation dans les pays les moins avancés, qui souffrent d'un manque encore plus important de ressources. Il se consacre également à la mobilisation de financements privés. Il ne faut pas se leurrer. On en aura besoin si on souhaite vraiment boucler les financements. Le président a donc prononcé ses engagements. Ces engagements sont intervenus 24 mois avant qu'il n'arrive à la fin de son deuxième terme. Donc, il y a beaucoup de pression au niveau national. C'est donc un relais qu'il passe à l'administration suivante, un témoin important. Mais ce qu'il fait également passer à la prochaine administration, c'est non seulement la promesse, mais les moyens de la mettre en œuvre. Je m'excuse pour ma voix, dit l'oratrice. Je suis extrêmement enrhumée. Et les États-Unis, aujourd'hui, ont une priorité, à savoir la mise en œuvre et l'achèvement du plan pour l'énergie propre. 40% des émissions aux États-Unis proviennent de la production d'électricité. Donc, le projet de centrale propre devrait permettre la réduction de ces émissions à un niveau assez ambitieux. Cette politique associée à un cocktail d'autres mesures, réglementation sur le méthane, par exemple, permettront aux États-Unis de réaliser l'objectif pour 2020. Mais ce qui est plus important, c'est que l'objectif pour 2025 deviendra donc atteignable, sera à notre portée. Alors, ce ne sera pas une tâche simple, on ne peut pas dire le contraire. Personne ne pourra nous dire que c'est facile. Je crois que les États-Unis sont ambitieux, se poussent eux-mêmes, et c'est très important de le faire. Donc, ce sont des objectifs ambitieux pour nous-mêmes, mais n'oublions pas que le Congrès, aujourd'hui aux États-Unis, comme vous le savez, comporte un groupe qui s'exprime très haut et fort contre toute action en mesure de la protection de l'environnement ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il faut placer cette ambition dans ce contexte, dans cette perspective. Ça veut dire que tous les gains obtenus par l'administration actuelle doivent être protégés, sanctuarisés. Il faut que ce plan sur les énergies propres soit achevé. Puis le plan méthane, il faudra défendre donc ce plan sur l'énergie propre. Il faudra achever la première tranche de la promesse de versement au fonds vert. Donc il faut trouver ces ressources-là. La communauté des écologistes et des Verts aux États-Unis ne nous laisse pas une minute de répit. Et pour ne parler qu'en mon nom propre, je suis optimiste. Peut-être qu'on ne le sait pas assez à l'extérieur des États-Unis, mais l'opinion publique aux États-Unis défend ces questions. Elle n'est pas contre. Une enquête publiée il y a 2 semaines a démontré que 72% des citoyens américains sont en faveur de la signature d'un accord international par les États-Unis. Et donc, je souhaitais, puisque j'ai le micro, vous avertir que ces groupes qui parlent haut et fort présentent des arguments complètement fallacieux, mais dans le but de saboter les négociations entre les parties, de saboter toute action en faveur du climat. La première chose, c'est qu'il s'adresse à la communauté internationale en disant que les États-Unis ne seront jamais capables de réaliser ces objectifs. Puis, aux États-Unis, ils nous disent que ce sont les Chinois qui n'ont aucune intention de réaliser leurs objectifs dans le cadre de cet accord États-Unis-Chine. Donc, il s'agit de mauvaise foi. Il y a énormément de mauvaise foi. Il y a également un autre argument fallacieux de mauvaise foi que l'on entend souvent, à savoir que l'administration Obama essaye de contourner le Sénat, de manière illicite bien sûr, pour pouvoir signer l'accord de Paris. Donc, et que cette signature n'aurait donc aucune valeur juridique. Mais je peux vous assurer qu'il s'agit là d'un argument fallacieux. Je vous assure également que la grande majorité des accords contraignants sur le climat que signent les États-Unis sont signés, ne sont pas
pas du tout soumis à l'accord du Sénat. C'est signé au niveau des chefs d'État. La procédure n'implique pas du tout l'intervention du Sénat. En tout cas, je peux vous expliquer la façon dont cela fonctionne si cela vous intéresse. Among the parties that they Le but était de semer un peu les zizanies entre les partis. Et je crois que je m'en tiendrai là, étant donné l'heure. Merci Gwen. Nous avons 2 présentations formelles avant de partir à la discussion avec la salle. Le suivant orateur, c'est Robert Lalrech, professeur d'université en Angleterre. Je vous remercie. Je voudrais remercier la Fondation Jean Jaurès et le FEPS pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Mon domaine d'expertise, ce n'est pas du tout le changement climatique. C'est la manière dont les partis politiques arrivent à une position sur le changement climatique. Donc, je vais vous parler du projet que j'ai initié dans ce domaine qui alimente, il me semble, les ambitions ascendantes des organisations internationales. Je voudrais commencer en vous parlant des conclusions d'une étude récente qui devrait être de la musique pour les progressistes. Les gouvernements, c'est l'annexe 1, ont plus tendance à signer des législations comme en 2008 en Angleterre ou plus simplement l'année dernière au Danemark, en Finlande, et auront plus tendance à intervenir dans le secteur énergétique ou promouvoir la recherche et du développement dans le domaine du carbone et s'intéressent davantage à l'investissement vert en tant que politique contre-fiscale. Malgré cela, les conclusions trouvent que le bipartisanat est plutôt la norme, c'est-à-dire en dehors des pays anglo-américains dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Lorsqu'on parle de gouvernement, dans les négociations internationales, il ne faut pas perdre de vue le fait que lorsqu'on parle de démocratie occidentale, ce sont des gouvernements avec un parti majoritaire ou alors de coalition. Comment est-ce que les grands partis centre-gauche et centre-droite, comment arrivent-ils à leur position sur le changement climatique? Alors, basé sur un projet que j'ai mené en Europe occidentale, je voudrais partager avec vous quelques-unes des conclusions qui expliquent un peu les ambitions du passé et qui va peut-être contribuer d'une manière plus générale au grand débat sur les ambitions mondiales. Il y a 5 conclusions que je propose de vous commenter très rapidement. On pourrait éventuellement élaborer là-dessus par la suite. De prime abord, certaines conclusions vous paraîtront assez simples. D'abord, la modernisation des partis. Il y a un certain nombre de choses qui indiquent que des partis de gauche comme de droite, pour chercher de nouveaux électeurs ou même des partenaires de coalition, ont modernisé leur parti en adoptant l'agenda du changement climatique. On l'a observé à gauche comme à droite. Le degré d'adoption par la droite reste à démontrer, du moins dans leur position de négociation. Deuxième point, le leadership. Tandis que la politique environnementale n'a pas toujours eu un profil très élevé parmi les partis sociodémocrates, le leadership vient souvent d'un leader ou d'autres membres de l'exécutif. Et des noms qui viennent à l'esprit sont Svend Auken au Danemark dans les années 90, ou dans le contexte du développement de la loi sur le changement climatique en Grande-Bretagne. Je parlerai de David Miliband en passant. Mais dans plusieurs gouvernements, lorsqu'on parle d'intégration climatique, où il y a par exemple un comité interministériel sur le changement climatique
sous la houlette d'un comité sur l'environnement. Il ne suffit pas d'avoir la structure gouvernementale si cette structure n'a pas le soutien d'éléments seniors, que ce soit le Premier ministre ou autre ministre du cabinet. Donc, lorsqu'on a les moyens d'intégrer le climat dans d'autres politiques, mais sauf soutien politique, notamment en cas de désaccord entre différents groupes, les choses n'avanceront pas sans ce leadership. Troisièmement, vous ne serez pas surpris d'entendre que les partenaires dans des coalitions, plus on fait attention à l'atténuation du changement climatique, très souvent, ça vient d'un accord de coalition. Très souvent, avec le Parti vert, ou Parti dit vert, mais parfois aussi, c'est le résultat d'une coalition avec un gouvernement centriste ou de centre-droite. Par exemple, aujourd'hui en Allemagne, il y a la coalition des sociodémocrates et des démocrates chrétiens. Malgré cela, ils font toujours des progrès avec leur programme de transition énergétique. Je souligne le fait que notre étude distingue les partis de droite d'héritage chrétien-démocrate et ces partis libéraux qui, au cours des 20 dernières années, ont adopté une position économique beaucoup plus néolibérale, ce qui caractérise entre nous les partis anglo-américains. Il y a aussi des partis libéraux sur le continent européen qui viennent à l'esprit, qui ont beaucoup moins d'ambition en matière d'atténuation du changement climatique. Pour ne citer qu'un exemple, l'année dernière, le Danemark a promulgué une loi sur le changement climatique qui a été approuvée et signée par tous les partis, à l'exception du Parti populaire et du Parti libéral d'extrême droite, donc soutenu par le centre, la gauche et le petit parti conservateur, mais pas par le Parti libéral ni par l'extrême droite. Le Parti libéral soutient que ça pourrait nuire à la compétitivité et j'y reviendrai tout à l'heure. Quatrièmement, les conditions économiques. Dans les partis sociodémocrates, souvent, la personne la plus difficile à convaincre sur ces politiques d'atténuation, par exemple sous forme de taxes sur le carbone, c'est très souvent le ministre des Finances. C'est une des raisons pour lesquelles les partis sociodémocratiques ont tendance à être plus sensibles à la création d'emplois plutôt qu'au changement climatique en soi. Et enfin, je vais vous parler de l'opinion publique et des arguments avancés par les partis d'opposition. Comme on l'a entendu ce matin, le changement climatique n'est peut-être pas l'une des priorités des électeurs, mais peut-être dans les 10 priorités, mais pas dans les 3. Santé, éducation, sécurité et des variantes de cette combinaison selon les pays. Donc, ça nous donne de bonnes raisons de lier certains aspects du changement climatique à d'autres politiques, comme on nous l'a expliqué ce matin et comme on l'a également entendu cet après-midi. Tant que ça reste une question verte, ça reste comportementalisé et séparé. Plus c'est lié à d'autres politiques économiques, par exemple, plus cette politique a de chances de réussir. Je voudrais conclure sur 2 points. Tout d'abord, j'ai parlé de compétitivité. On a vu que les arguments contre des politiques d'atténuation ambitieuses, c'est le fait de miner la compétitivité des entreprises et même de l'économie. Qu'il s'agisse de croissance économique traditionnelle ou des partis de droite soutenus par des intéressés. Je pense que les progressistes doivent donc recadrer la croissance économique d'une manière plus facile à comprendre et d'une manière plus positive. Par exemple, le développement durable n'est pas qu'une question verte qu'on peut traiter de manière séparée. Et comme l'a dit Teresa Ribera ce matin, nous devons faire du changement climatique un élément principal d'autres discours politiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Robert. Excellent pour le timing. Il avait prévu 10 minutes. Il l'a réduit et en bon professeur, s'en est tenu à 7 minutes. Je voulais simplement vous dire que le Trésor en Afrique du Sud, il y a 2 jours, s'est engagé à nouveau à réintroduire une taxe sur le carbone l'année prochaine, malgré une opposition très, très virulente. Donc, l'Afrique du Sud reste en lice pour notre taxe en 2016. Et dernier orateur, Pervenche Berez, qui est donc député européen. Pervenche, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que les 2 derniers discours étaient tout à fait conformes à ce que je voulais dire. Moi, je vais vous parler du financement, de l'innovation et de la transition, notamment grâce à des solutions innovantes. Celle d'Andrew Stier, qui est le président et directeur général du World Resource Institute, qui nous dit que chaque année dans le monde, on dépense 2000 milliards de dollars, externalités comprises, pour encourager la consommation d'énergie fossile, alors qu'on ne dépense que 100 milliards pour encourager les populations à privilégier les énergies renouvelables. Je crois que ça donne une bonne image de ce dont nous devons débattre ici. Et dans cet esprit, il faut aussi indiquer que, bien sûr, l'essentiel sera entre les mains des investisseurs privés et des investisseurs institutionnels, fonds souverains, fonds de pension et autres investisseurs long terme. Or, aujourd'hui, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'économie verte représente dans leur portefeuille, je n'ose vous poser la question, mais environ 1% de ce dit portefeuille. C'est dire l'ampleur du défi qui est devant nous si nous voulons atteindre le chiffre modeste de 10% en 2020. C'est la raison pour laquelle je veux concentrer mon intervention peut-être sur ce qui pourrait être un décalogue de propositions innovantes pour permettre de contribuer à un meilleur financement de l'économie verte, en ayant 2 idées en tête. La première, c'est que bien sûr, nous devons stimuler, pousser à l'investissement en faveur de l'économie verte, tout en gardant présent à l'esprit, comme progressiste, que la question de l'arbitrage entre financement du climat et financement des enjeux économiques et sociaux, que ce soit la question, ça a été mentionné, de l'éducation, de la santé, du logement, ne peut pas être un arbitrage, mais que c'est bien en finançant le climat aussi que nous contribuons à un meilleur financement de ces objectifs qui restent prioritaires pour les progressistes. Et le deuxième élément que je veux mentionner avant de vous proposer ce décalogue, c'est cette idée qu'il nous faut, y compris dans la perspective de la conférence de Paris, si j'ose dire, rentrer dans le cœur nucléaire du dispositif, c'est-à-dire ne pas poser la question comme acteur de la question climatique du financement, mais bien aller s'adresser au cœur du système de financement de l'économie moderne. Et de ce point de vue-là, comme Européens, nous avons une vraie interpellation, puisque je vois que nous avons un commissaire, qui est le commissaire Jonathan Hill, qui a été désigné par le Royaume-Uni, et qui est là pour penser demain le marché des capitaux de l'Union européenne. Et à ma connaissance, la question de l'adéquation entre le marché des capitaux de demain pour l'Union européenne et les conditions de financement de l'économie verte, qui est quand même l'enjeu fondamental des économies modernes, n'est pas posée. C'est vous dire s'il faut rentrer dans le cœur nucléaire du dispositif. Et pour ça, premier élément du décalogue, il faut trouver les moyens et les outils pour réorienter l'incitation à l'investissement long terme, puisque si nous n'intégrons pas le risque climatique dans les décisions d'investissement, nous resterons avec une équation qui est la suivante, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, nous avons 1200 milliards d'euros investis dans l'énergie, donc 80% dans l'énergie fossile et 20% dans l'énergie des renouvelables. C'est dire s'il nous faut organiser l'innovation pour permettre cette mutation, pour financer l'énergie zéro carbone, une agriculture plus soutenable ou des moyens de transport sans émissions de CO2. Deuxième élément du décalogue, c'est la mobilisation
de garantie publique spécifique aux investissements verts. Ça fait partie des éléments sur lesquels, dans ce pays, on a commencé à réfléchir et des pistes qui ont été explorées lors du débat national sur la transition énergétique dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet de la Société de financement des transitions énergétiques et qui doit permettre notamment, par exemple, de privilégier les conditions de rénovation énergétique des bâtiments publics. Troisième élément du décalogue, je m'excuse de ce catalogue, mais c'est un moyen peut-être de lister un ensemble de pistes dont on pourra ensuite débattre, c'est la mobilisation du plan d'investissement dont nous parlons aujourd'hui à l'échelle européenne, le fameux plan Juncker. Et là, il y a un travail énorme devant nous. Mardi prochain, en commission ITRE, donc la commission qui s'occupe de l'industrie, nous voterons sur 2 amendements qui proposent de mobiliser entre 20 et 25% de la garantie de manière fléchée en faveur de l'efficacité énergétique. Et il n'est pas du tout acquis que nous allons gagner ce vote, car les conservateurs nous disent que c'est au marché et aux investisseurs privés de définir les priorités d'investissement. Or, nous voyons bien que sans fléchage, sans utilisation privilégiée des outils dont dispose le législateur pour orienter la nature de l'investissement, nous perdrons une occasion, me semble-t-il, très importante. Quatrième élément du décalogue, c'est évidemment la question de la mobilisation des banques publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, et la possibilité de définir des objectifs en termes d'investissement dans l'économie verte ou dans les économies bas carbone. Je note d'ailleurs que lors du Conseil des ministres franco-allemands, l'idée de mobiliser la Caisse des dépôts et la KfW en faveur de structures permettant un financement privilégié de l'efficacité énergétique fait partie des propositions qui ont été actées. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons aussi inciter pour qu'il y ait une appropriation de cette approche dans les banques multilatérales, que ce soit la Banque mondiale, la BERD ou d'autres. Cinquième élément du décalogue, la possibilité de définir des labels qui permettraient d'avoir des labels bas carbone et donc de privilégier un fléchage des investissements. Sixième élément, c'est la mobilisation de la monnaie. Et donc cette idée qui commence à émerger d'avoir des certificats carbone qui pourraient être rachetés par la Banque centrale. Et c'est en particulier des travaux qui ont été menés dans le cadre de France Stratégie par Michel Aglietta et qui reposent sur l'idée que, vu du point de vue européen, nous sommes à une confluence très particulière puisque nous devons à la fois agir contre le dérèglement climatique et sortir du marasme économique dans un moment où la Banque centrale a proposé l'assouplissement quantitatif. Et l'idée est de rendre éligible à la politique de rachat d'actifs par la Banque centrale européenne des titres privés dont l'impact bas carbone avéré serait garanti par la puissance publique, avec l'idée que ce dispositif permettrait de valoriser l'externalité carbone à un niveau satisfaisant en l'absence temporaire d'un prix carbone adéquat. Dans le même esprit, je comprends que les banques centrales du Brésil et de la Chine travaillent à la possibilité de favoriser des investissements verts dans les conditions de définition des fonds propres nécessaires au financement de ces investissements. Sixième élément du décalogue, c'est 2 aspects fiscaux qui sont liés soit à la taxe carbone, ça a été mentionné à l'instant, je me réjouis que l'Afrique du Sud progresse dans ce domaine, mais on voit bien que c'est un sujet à la fois dans ce pays et à l'échelle européenne qu'il faut reprendre et où on a une vraie... beaucoup de progrès devraient être faits, même si, comme toujours, dès lors qu'on parle de fiscalité énergétique, la condition du coût social d'une telle fiscalité doit être intégrée dans le raisonnement.
Deuxième élément des outils fiscaux, 8e élément du décalogue, c'est la question de la taxation des transactions financières et de son fléchage en partie, comme le président de la République française l'a rappelé au début de l'année, sur l'investissement vert. 9e élément du décalogue, c'est toute la question de la régulation bancaire et donc des conditions dans lesquelles sont financés les investissements verts. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la définition des fonds propres des banques, il n'y a pas de fléchage en fonction de la qualité. Non pas le seul élément de prise en compte, c'est la question de la qualité du titre financier utilisé. Mais la question du fléchage en termes de contenu de la nature de l'investissement n'est jamais pris en compte. Il y a là, me semble-t-il, pour les progressistes, un élément, une piste à promouvoir. Dernier élément du décalogue, c'est la question du rôle des agences de notation, et j'en viens au point qui a été évoqué par Trevor McLeod dans son intervention lorsqu'il a indiqué que la question du risque et des éléments de sécurité étaient aujourd'hui pris en compte par les acteurs des marchés financiers. Eh bien, s'ils prennent en compte le risque en termes de sécurité ou que ce soit climatique ou de santé, alors ils doivent aussi tenir compte de la valeur ajoutée que représente un fléchage en faveur d'un financement vert lorsqu'il y a une évaluation par les agences de notation des actions à la fois des acteurs des marchés financiers ou des entreprises qu'elles cotent. Voilà, dans un catalogue, dans un décalogue tel que je vous l'avais promis, les pistes, mais on voit qu'elles sont à la fois nombreuses, qu'elles apparaissent comme un faisceau, mais qu'elles supposent que les acteurs de ce débat interfèrent clairement avec les acteurs des marchés financiers pour pouvoir réorienter la mobilisation des outils de financement à long terme en faveur de ce défi absolu qui est devant nous en termes d'investissement et de réorientation de l'investissement. Thank you very much, Pervenche. Merci beaucoup, Pervenche. La suite se déroulera essentiellement en anglais, mais nous avons toujours la traduction simultanée. Nous avons quelques questions, pas beaucoup, mais que pourraient faire les banques centrales pour financer la transition? Il a également été suggéré que l'accord de Paris a besoin de sauver le système de la bourse des émissions, l'ETS. Autre question concerne le rôle des compagnies d'assurance, notamment par rapport aux pertes et aux sinistres. Charles, vous voulez parler des compagnies d'assurance? J'étais ravi d'entendre parler d'une taxe sur les transactions financières. On en a parlé, on a fait campagne par le passé, mais je n'ai pas entendu parler de la taxation Bank of You. Il semblerait que les organisations internationales responsables des carburants utilisés, des carburants de bunker, comme on dit, utilisés dans la négoce internationale. Travis, si vous voulez donc toucher un mot sur ces différents points, et je verrai bien qui va réagir. Merci, Richard. Sur la question du risque et de l'assurance, je crois qu'on peut noter que l'économiste principal de la Banque centrale d'Angleterre a rédigé un certain nombre de documents assez profonds. La Banque centrale vient d'introduire une analyse du risque climatique et l'impact sur le long terme. Et je crois que les incitations à court terme dominent la plupart des matrices de risque utilisées par les entreprises et montrent à quel point c'est court-termiste et même myope. Donc, il argumente en faveur d'une réorientation sur le plus long terme de l'analyse des risques, non seulement pour la communauté dans son ensemble, mais en montrant que les rendements plus faibles à court terme seraient meilleurs pour les investisseurs. Je ne suis pas actuaire, donc pour vous parler de risque et d'assurance,
Ce que je sais, je le sais de façon anecdotique, mais en Australie récemment, notamment au Queensland, il y a eu des cyclones très importants qui ont fait énormément de dégâts. L'État de Queensland et l'État de l'Australie de l'Ouest ont décrété un état d'urgence qui a conduit les compagnies d'assurance à augmenter leurs primes. Et la conséquence est que plusieurs conservateurs dans les régions ont demandé au gouvernement de s'intéresser à l'assurance pour les régions plus exposées aux cyclones et aux catastrophes naturelles de manière plus générale. Il en est ressorti tout un débat sur le coût de ces catastrophes à long terme. Donc, le général Lockley a argumenté que 40% des catastrophes naturelles se situent dans cette zone de l'océan Indienne et l'océan Pacifique. Les compagnies d'assurance qui ont pris une attitude plus long terme ont mesuré le coût. Vous verrez que certaines régions deviendront impossibles à assurer, sauf à pouvoir atténuer le coût. Je parle des agences de sécurité qui jouent un rôle dans les domaines sécuritaires et humanitaires, là où les agences gouvernementales ne peuvent plus intervenir. Donc tout est lié. L'analyse du risque, le coût d'une assurance privée et le rôle que le gouvernement et les forces armées doivent jouer avec des risques de ce type. Je crois parmi les entreprises privées qui ouvrent la voie, ce sont celles qui ont le plus à perdre, dont les compagnies d'assurance, qui jouent un rôle de plus en plus vocal dans ce domaine. Je vous remercie. Nous avons également un fonds pour les accidents de la route en Afrique du Sud. Les fonds sont levés par une taxe sur les carburants. Donc, le gouvernement dispose d'un fonds qui permet de gérer les indemnisations d'accidents de la route. Si on peut le faire pour la circulation routière, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dans d'autres domaines. En cas d'accident de la route, c'est clair qui est responsable, mais dans le cas du changement climatique, le responsable n'est pas toujours aussi facile à identifier. Mais j'aimerais bien entendre les autres là-dessus. Il y a peut-être des parallèles, peut-être des institutions publiques qui essaient de soutenir les gens qui sont sinistrés. Corinne, vous avez dit ce qui est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Vous avez parlé de compensation, mot qu'on n'aime pas du tout dans la négociation, ou indemnification. J'ai cru comprendre que les discussions autour des indemnisations pour les pays producteurs de pétrole, oui. C'est pas quelque chose que je soutiens. J'ai dit, parce que c'est un fait, en tout cas, je l'ai vécu à Varsovie, donc il y a une COP, qu'un des sujets qui était sur la table, c'était les demandes faites par les pays pétroliers qui considéraient que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la non-utilisation de toutes les ressources hydrocarbures possibles constituaient pour eux une perte sèche et que par voie de conséquence, ils demandaient à en être indemnisés. C'est ça que j'ai dit. Pas pour le soutenir, pour le contester, évidemment. Pas pour le soutenir, mais simplement pour expliquer que, naturellement, on pourrait penser que ces pays sont des pays très riches, qu'ils se sont considérablement enrichis avec les émissions de gaz à effet de serre et qu'il serait juste, équitable, qu'ils participent de manière active financièrement au moins à l'adaptation. Or, ils sont sur une position qui est diamétralement opposée, qui est celle de dire mais pas du tout, nous sommes des victimes de ces nouvelles politiques et par voie de conséquence, nous demandons à être indemnisés. C'est ça que j'ai voulu dire, je n'ai pas dit autre chose que cela, et pas pour le soutenir, pour le contester. Est-ce que c'est clair? Yes. Thank you. Absolutely. I was actually I was working up to wanting to. J'essayais de distinguer ce genre d'indemnisation qui
est clairement expliqué par vous-même. Par rapport à la question des pertes ou des dommages résultant de l'adaptation. Le problème, c'est un peu le même mot, compensation ou indemnisation, mais effectivement, les cas sont différents. Et c'est sûr que l'adaptation au changement climatique a besoin de financement, mais à des niveaux différents selon les cas. Et nous avons des arguments différents pour notre gouvernement quand nous disons que nous renonçons aux revenus des énergies renouvelables dans la mesure où nous ne trouvons pas d'énergie sauf celles qui sont sur nos pieds. Or, il faut quand même, si on s'amuse à compenser les gens qui utilisent des ressources naturelles, ben où est-ce qu'on s'arrête? Yes, no, I wasn't meaning to suggest that you had. Non, écoutez, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit, mais plutôt qu'on a besoin d'être plus inclusif quand on discute, quand on parle des ressources. Il y a des ressources qui ne sont pas utilisées, qui pourraient l'être. Mais en parlant d'autres institutions et des besoins en financement, vous voudriez peut-être en reparler. Non, j'allais reprendre la question qui a été soulevée à propos de Paris et des permis européens d'échange. Je crois qu'il est important de penser aux liens entre les institutions multilatérales comme la Convention cadre et d'autres. Dans la politique sur le climat, nous avons en général des objectifs économiques de réduction des émissions et ensuite nous voyons comment chaque pays peut les appliquer. Or, l'Union européenne s'est engagée à ces émissions, à ces réductions d'émissions. On pourrait dire qu'il appartient à l'Union européenne de voir comment appliquer ça. Et je crois pourtant que cet ETS, ce système de quotas d'émissions, a besoin d'être révisé. La réponse à votre question, à cette question, je crois qu'à l'avenir, nous nous éloignerons du modèle de Kyoto, qui est un modèle descendant qui se concentre pratiquement exclusivement sur des chiffres, des objectifs de réduction des émissions, et nous allons devoir nous concentrer davantage au niveau international sur l'élaboration de bonnes politiques au niveau national et de bonnes institutions au niveau national. Et ce sera plus une question de partage de savoir, de renforcement des capacités, etc. Il y a un certain nombre d'institutions qui sont bonnes dans ce domaine, qui sont meilleures à renforcer les capacités qu'à imposer des sanctions, par exemple. Et puis, sur ces fameux ETS européens, je crois que c'est un bon exemple d'une conception institutionnelle qui compte beaucoup en prévoyant une bonne politique. Quand vous voyez la démarche, l'approche économique au niveau de la fixation des prix, avec une différence entre une taxe carbone et puis un système d'échange des quotas européens par rapport à d'autres choses. Parce que les institutions sont capables de concevoir, d'appliquer, d'administrer, de gérer et de faire des rapports qui sont très différents pour les taxes carbone et pour les systèmes d'échange des quotas. Ces programmes d'échange des quotas est appliqué dans d'autres pays de bonne manière, donc c'est un bon modèle. Et je crois que dans les processus internationaux, on devrait pouvoir aider des pays
dans la réalisation de bonnes conceptions de politique et d'institutions et avoir un certain alignement entre le national, le régional et l'international. On pourrait s'aider mutuellement dans ce sens. Je pense que si l'Union européenne, si on est dans une approche où chaque acteur, chaque parti doit d'une certaine manière payer sa contribution au succès commun, contrairement à une approche top-down, l'Union européenne a du travail devant elle, puisque son dispositif ne fonctionne pas bien, hein, et qu'il a besoin d'être réformé. Donc est-ce que c'est... et moi j'aurais préféré qu'on soit dans une situation où avant la COP21, on ait au niveau du Conseil un engagement clair pour mobiliser la réserve de stabilité sur lequel le Parlement s'est prononcé depuis longtemps et où on a du mal à obtenir l'accord au niveau du Conseil. Et y compris, si ça continue à ne pas fonctionner, si ça continue à ne pas permettre un prix d'orientation de l'investissement autour du prix du carbone suffisamment clair pour les acteurs de marché, hein, d'accepter de reconsidérer le dispositif en faveur d'une fiscalité du carbone directe. Et donc, au fond, on est maintenant engagé dans l'expérimentation, enfin, dans la mise en œuvre de ce système d'émissions, mais il a besoin d'être amélioré et on ne doit pas non plus exclure de changer de dispositif si on ne parvient toujours pas à avoir une lecture claire du prix du carbone. Donc, en ce sens, les engagements qu'on prendra à Paris ont une interférence avec notre responsabilité comme Européens dans la gestion de ce dispositif, me semble-t-il. Thanks very much. Merci, Pervenche. J'attendais simplement la fin de la traduction. Je suis ravie d'entendre Fergus dire que Paris ne doit pas s'occuper du système d'émissions européen. Après tout, c'est à l'Union européenne de régler ses propres problèmes. Mais est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers un système d'adjudication des permis? Parce que si vous n'avez pas de fiscalité ou de taxes en place, mais un système d'adjudication, vous n'auriez pas peut-être la certitude des prix, mais peut-être une certitude au niveau des résultats. Le problème, c'est entre les prix et les quantités, comment avoir des certitudes. Étant donné que nous manquons de temps, nous sommes un petit peu en retard, je ne vois pas d'autres questions importantes. Si, attendez, pardon. Quelles sont nos ambitions avant 2020? Je crois que c'est vraiment comment développer les ambitions de l'accord de Paris et au-delà de l'accord de Paris, déclencher des actions peut-être avant 2020. Mais comme nous arrivons vers les 4 heures, je voudrais simplement donner aux membres du panel l'occasion de faire des remarques de clôture. Et peut-être va-t-on les prendre dans le même ordre que on les a écoutés au début. Et si vous n'avez plus de voix, je vous demanderai peut-être de sauter votre tour. Est-ce que Corinne souhaite parler? Juste un mot pour dire que cet échange montre l'immensité du travail que nous avons à faire, qu'effectivement les questions de financement sont des questions tout à fait centrales, que le passage du top-down au bottom-up ne va pas aller de soi, parce qu'il va remettre en cause, et il remet en cause des situations bien acquises, des situations de pouvoir bien acquises, et que c'est probablement par là qu'il faudrait commencer, mais c'est par là que ce sera le plus difficile de commencer. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Travers? Nothing to add at this stage. I think Wynn's point, though, about the Green Climate Fund. I mean, Fergus alluded to the power of some of these investment banks to really let the green economy grow and transition. And it's one thing to commit the 100 billion, or I think Australia's committed 300 million, the US has committed 2 billion.
It's another thing to actually, hand the money over and let this money start singing. Because I, as I said in my remarks, do think that the fear account needs to be made more prominent by, those figures that the community instinctively respects, because I don't know if the tangible impacts of 1 degree have been made as well known as they perhaps should. But on the other hand, the opportunity story here, which allows for a greater ambition before 2020, is not well understood either. The fact that in Australia you're getting 2 times the return on government bonds by the $1 billion that's been invested in clean energy projects, even in a hostile national environment towards climate change, is a fairly profound story. But I would imagine that that is not a well-known story domestically there, just as the potential for the Green Climate Fund is not, the powerful stories that it can be at this stage, because it doesn't have the tangible examples to let it sing. Thanks, Richard. Thanks, and I realised I ambushed you because I wasn't going in the order. Sur la question de l'approche ascendante ou descendante, je comprends bien le besoin d'avoir des bases solides pour une approche ascendante. En Afrique du Sud, nous avons besoin des deux, en fait. Vous avez besoin de faire des choses de manière ascendante, c'est-à-dire avec des bonnes bases ancrées dans la réalité et les défis de la réalité. Mais si vous n'avez que cette démarche ascendante, si vous n'avez rien au niveau descendant, vous pouvez vous retrouver avec des tas d'engagements volontaires qui ne nous amènent pas très loin. L'une des fonctions des budgets carbone, avec référence à un système d'équité, c'est que vous pouvez avoir des engagements ascendants, que ce soit d'entreprises ou d'acteurs nationaux ou internationaux, mais il vous faut une perspective descendante ou une vision descendante pour tout mettre en perspective. Oui, j'allais dire qu'il y a un exemple ou une analogie qui a été faite aujourd'hui, qui est celui de la non-prolifération, avec des vérifications indépendantes pour s'assurer que les choses sont réalisées. Donc, c'est un mélange des deux approches, descendante et ascendante. Et je crois qu'on pourrait s'inspirer de ça. Eh bien oui, merci. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait prendre en compte. Fergus. Je crois que pour conclure et capturer certaines des questions, je crois qu'il faut penser stratégiquement. J'ai dit au début de mes remarques qu'il nous faut penser le changement climatique et ses actions dans le long terme comme quelque chose de dynamique qui deviendra de plus en plus facile au fil du temps. Il faut accélérer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, en fait. Je crois que certaines des discussions sur les différentes formes de politique pour le climat, d'institutions ascendantes, descendantes, la manière dont moi je vois les choses, et c'est aussi pertinent pour la conception institutionnelle dont je parlais, tous les pays et au niveau international ou sous-national, nous avons un système existant, des infrastructures existantes basées essentiellement sur les combustibles fossiles, des structures de pouvoir, des structures politiques, économiques, des normes, des institutions politiques, tout cela existe. Et tout ça doit être adapté, modifié, évolué, changé, voire être nettement perturbé petit à petit pour arriver à ces objectifs à long terme. On ne travaille pas dans un vide. Je crois que certains des problèmes que nous rencontrons, par exemple, vous avez l'ETS, le système d'émissions européen. Quand il a été établi, puis vous avez le protocole de Kyoto, les deux essaient d'élaborer un système parfait dès le départ pour différents types d'économies ou pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas vraiment marché. Donc, il faut reconnaître la dynamique des pouvoirs, les opportunités, les défis, la situation réelle, les évolutions, pour essayer de
saisir les opportunités lorsqu'ils existent, s'inspirer de ce qui existe, construire, modifier ce qui existe pour pouvoir avancer, pour que tout, la politique, l'économie, les innovations, les normes sociales, tout cela converge petit à petit avec de plus en plus de dynamique et d'élan. Si on arrive à penser comme ça stratégiquement, je crois qu'on aura davantage de chances de concevoir des solutions et des institutions pour l'avenir, mais de façon peut-être évolutive. Merci, Charles. Claire, nous arrivons à la pause café. Je crois que cette conversation a souligné l'énorme tâche qui nous attend, mais j'aimerais terminer sur une note positive et dire que nous avançons au niveau politique comme nous ne l'avons jamais fait par le passé, avec l'annonce américaine qui en est un bon exemple, ou au niveau du groupe de croissance verte, ou l'ambition de l'Union européenne qui veut aller au-delà des 40% en utilisant des mécanismes internationaux. Je crois qu'ici, il y a une coalition qu'on peut construire pour faire des progrès. Les États-Unis aussi ont, comme ça a été souligné, OK, on a des défis, mais une fois qu'on aura une centrale propre, eh bien, on pourra trouver les financements, augmenter nos ambitions, et je crois qu'il y a un certain nombre de pays qui lancent des actions de leur côté. Je crois qu'on est de plus en plus dans une approche ascendante et vers le progrès. Merci. Remarque de conclusion? Très rapidement. La différence entre les partis de gauche et de droite et leur politique en matière de climat fait qu'à gauche, on est beaucoup plus prêt à essayer toute une variété de politiques, y compris au niveau réglementaire. Tandis qu'à droite, plus ils sont fondamentalistes, moins ils veulent essayer la réglementation. Et selon les marchés, ils permettent aux grands acteurs du marché à dicter les politiques des pays. Je devrais aussi mentionner l'opinion publique qui, dans certains pays, même dans les pays où les prix du gaz et de l'électricité sont les plus élevés, eh bien, les pays soutiennent leur gouvernement si les populations ont l'impression que le coût va abonder ou va financer des actions en matière de changement climatique. Mais tout ceci doit être articulé par les gouvernements et notamment par les progressistes. Les gouvernements progressistes sont plus à même de faire ça plutôt que les gouvernements de droite. Pervenche. Merci. Comme progressiste, cette question du financement de la transition énergétique, de la transition écologique, c'est un défi, puisque toute internalisation des coûts externes conduit à une augmentation du prix de l'énergie et donc à un impact sur les populations les plus modestes que nous devons intégrer, d'où l'importance du débat que nous avons ici. Ce matin, au fond, la conclusion de la matinée, c'était de dire que la COP21 était un petit peu un laboratoire de ce que serait le multilatéralisme demain, et quelle forme il devait prendre. Et on voit bien que sur la question du financement, eh bien, il faut décliner ça. Ça signifie qu'on ne peut pas rester dans une boîte, encore une fois, où on laisse d'un côté la question climatique et de l'autre la question du fonctionnement des marchés financiers. Et que donc il faut sortir de la boîte des climatistes, entre guillemets, pour aller forcer la porte des acteurs des marchés financiers, car sinon on ne réussira pas le défi du changement climatique. Et au regard du débat entre le bottom-up, top-down, c'est un débat qu'on retrouve dans beaucoup de situations, y compris au sein de l'Union européenne. Et la mode aujourd'hui, c'est plutôt de penser qu'il faut qu'il y ait une appropriation par les acteurs des défis qu'ils doivent affronter. Soit, mais comme il faut aussi combiner ça avec des éléments de solidarité, c'est ça qui impose aussi
d'avoir l'approche top-down. Parce que s'il n'y a pas d'approche top-down, quand on aura ce que le ministre a décrit, qui est l'addition des contributions des États membres, si on n'a pas le résultat final voulu par rapport à l'objectif de moins 2%, eh bien, on n'atteindra pas le but qu'on s'est fixé. De la même manière, si on n'a à aucun moment une approche top-down, le fonds vert ne fonctionnera pas. Donc, on a vraiment besoin de l'articulation entre les deux. Enfin, je conclus en relevant quand même le travail qu'attend l'Union européenne elle-même, même si elle a été parmi les premières à déposer sa contribution sur la table de la conférence. Il reste que les débats qu'on a entre progressistes ou conservateurs au sein de l'Union sont des débats qui ont un impact direct sur notre capacité à contribuer au succès de cette conférence. Et j'en prends 2 exemples, qui est le fonctionnement des quotas d'émissions de carbone, où au-delà des intérêts des différents États membres, si on n'arrive pas à une bonne définition du prix carbone, eh bien on ne remplit pas bien les objectifs de l'Union européenne. Et puis très précisément et très concrètement, avec le plan Juncker, le fait qu'on n'arrive pas à avoir un fléchage en particulier au service de l'efficacité énergétique, ça serait, me semble-t-il, une occasion ratée. Or, il y a une urgence qui nous oblige à être plus efficaces que ça. Merci. OK. Merci, Pervenche. Avant d'aborder la pause café, je devrais dire que le président de la COP21 a expliqué que le contexte est probablement plus favorable aujourd'hui que dans le passé et l'augmentation des inégalités a été reconnue sans équivoque par tous et reconnue comme un problème non pas simplement pour les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, mais pour l'ensemble de la dynamique de la société, puisque ça impacte toute la société, et il y a une plus grande sensibilité partout dans le monde au fait que la pauvreté a un impact sur tout le monde et pas simplement sur les pauvres. Alors, je remercie la Fondation de m'avoir invité à ce panel et je vous invite maintenant à prendre une pause café. Nous revenons dans 10 minutes.